Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un moment qui a été difficile dans mon travail, dans la recherche, avec un sujet de recherche assez particulier. Claude Bernard et les animaux. Attention, ça va pas être marrant. On a un peu oublié qui était Claude Bernard. C'était un physiologiste extrêmement important du 19e siècle. Alors, il a été le successeur de Magendie au Collège de France, donc d'un très grand physiologiste. Il a d'abord été son assistant, puis son successeur. Il a eu d'autres chaires dans les grands établissements parisiens, et il est surtout connu pour un livre qui s'appelle L'Introduction à l'étude de la médecine expérimentale. C'est un livre qui est sorti, je crois, en 68. Oui, 68. Mais je confirmerai ça si je me suis trompée. Qui est toujours pas mal édité, on le trouve chez Champ Flammarion. C'est dommage, j'aurais dû vous le rappeler. Bon, c'est assez peu important. Je vais vous parler vraiment de ce que ça fait de travailler sur un scientifique du 19e siècle, et surtout sur un scientifique comme l'a été Claude Bernard, donc un scientifique qui a expérimenté sur les animaux. La question de l'expérimentation animale est particulièrement délicate. Alors elle est délicate non pas dans les pratiques, encore que les choses vont mieux, puisqu'aujourd'hui nous avons une obligation de validation par des comités d'éthique pour valider une expérimentation animale, ce qui pose encore plein de problèmes, hein. Mais travailler sur le statut des animaux de Claude Bernard, donc je l'ai fait pour plusieurs colloques et surtout pour un, ça a été quelque chose de délicat pour moi à plein de niveaux. D'abord au niveau d'histoire. L'histoire des animaux, elle n'est pas très très bien connue. Et savoir ce qui était faisable ou comment les choses étaient perçues au XIXe siècle, c'est assez confus. Alors là, il faut vraiment, pour la vivisection, travailler sur le livre de Jean-Yves Bory, qui est le plus documenté sur cette question, et j'ai eu la chance de parler après lui, et sur tout le travail d'Éric Baraté, qui a notamment fait des biographies animales. C'est vraiment bien. C'est pour les chercheurs les plus récents. On a aussi Maurice Agulon qui a travaillé sur cette question avec un article important sur le sang des bêtes, et en fouillant, donc j'ai surtout fouillé sur internet, après j'ai lu Baraté et Bory en version papier. J'étais tombée notamment sur un article qui s'appelait Chacun cherche son chien, j'ai oublié le nom de l'auteur ou de l'autrice. Bon, tout cela je peux vous l'indiquer sans aucun souci. Alors, ça nécessite aussi de travailler sur pas mal de textes de Claude Bernard, et pas seulement sur des textes théoriques. Alors, pour vous situer la chose, au début, j'avais travaillé sur l'introduction à l'étude de la médecine expérimentale, pour d'abord expliquer quelles sont les justifications de la vivisection, donc c'est-à-dire la dissection sur un animal vivant, chez Bernard, et il met en place des stratégies rhétoriques très fines, très intéressantes, mais qui lui garantissent un sens moral impeccable. Voilà, la question morale est posée, mais pour Bernard, il vaut mieux les animaux que les humains, et de toute façon la science. Et c'est une question qui se pose toujours de façon extrêmement accrue. Mais elle est déjà posée chez Bernard, alors que la vivisection, donc, qui constitue le cœur de son travail et de sa pratique quotidienne, n'est pas encore tellement remise en question quand il écrit et quand il pratique. Alors Bernard, c'est quelqu'un... il faut se rendre compte en fait du statut de l'animal. Voilà, je vais commencer par là, en vous donnant juste quelques jalons. Au XIXe siècle, à Paris, il y avait quelque chose comme 10 fois plus de chiens. C'est-à-dire, alors là, on a des pays dans le monde qui donnent un peu plus une idée de cette situation. Les chiens errants dans Paris, c'est partout. Il n'est pas possible de regarder la Seine sans voir un cadavre de chien. Dans la première moitié du XIXe siècle, les chiens
alors ne sont pas soignés, hein, c'est impossible d'appeler un vétérinaire pour faire soigner un chien, les vétérinaires se moquent. On soigne les chevaux, les bœufs, enfin les animaux qui rapportent. La notion d'attachement à l'animal peut être présente, mais elle n'est pas du tout la même qu'aujourd'hui. Et jusqu'au milieu du 19e siècle, on abat encore les animaux dans la rue. Les choses commencent à changer au milieu du 19e avec le vote des lois Grammont, qui sont les premières lois de protection animale françaises. Mais le problème de ces lois, et là je m'appuie sur le travail des historiens que j'ai lus, hein, c'est que ces lois Grammont ne servent pas à protéger les animaux, mais à éviter le spectacle de la cruauté envers les animaux. C'est très différent. Donc l'analyse des historiens sur les lois Grammont, c'est que grosso modo, l'idée qu'il y a derrière, et ce qui est postulé pour défendre ces lois, c'est que le spectacle de la souffrance animale et surtout de la cruauté envers les animaux pourrait amener les couches populaires à se révolter plus facilement parce qu'elles sont habituées à la cruauté. Grosso modo, on interdit le spectacle de la cruauté envers les animaux pour éviter que les gens du peuple ne se montrent cruels envers les nobles ou la bourgeoisie, voilà, par effet d'entraînement. Donc on interdit les spectacles de coqs, mais on n'interdit pas du tout la chasse à courre. On n'abat plus dans les rues, on commence à ouvrir les abattoirs, d'abord pour ces raisons-là, avant que ce soit pour des raisons hygiéniques. Progressivement, le travail des animaux est plus encadré. Alors, ça se voit notamment au niveau des chiens, parce qu'on avait des chiens de trait, voilà, qui tiraient des carrioles, voilà, des différents attelages. C'est une pratique qui progressivement est interdite. Mais on peut manger de la viande de chien. Ça se pratique pas forcément beaucoup en France, mais alors c'est ce qu'on appelle la cynophagie. Encore au début du XXe, on pouvait avoir des boucheries canines, et ce n'est pas pour que les chiens mangent, c'est pour manger les chiens. Et voilà, différentes lois ont comme ça progressivement encadré le statut des animaux dans le cours du XIXe siècle. Alors on a commencé à vouloir endiguer les chiens errants, et donc on a ouvert des fourrières, voilà, qui ont été actives jusque dans les années 40, pour ramasser les chiens errants et les exécuter. Très vite et très rapidement. En général, on préconisait un délai de 3 jours, il était rarement respecté. Et ces exécutions ont progressivement été faites au gaz, donc on gazait les chiens, mais au départ on pendait les chiens, voilà, en mettant 7 ou 8 chiens par corde. Donc là, je vais vous inclure des images de tout cela. Ce sont des images qui vont peut-être être difficiles. Donc n'hésitez pas à ne pas les regarder ou à ne pas poursuivre cette vidéo si elles sont difficiles. Ça a été difficile pour moi. Donc c'est dans ce contexte en fait que Claude Bernard exerçait. Alors pour ce qui était des chiens errants, on a essayé d'endiguer le problème parce qu'il y avait vraiment énormément de chiens en ville et à la campagne. Des impôts ont progressivement été mis en place par tête, c'est-à-dire que les propriétaires de chiens devaient payer un impôt. Donc, bon, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des massacres de chiens tels que la mode des gants en peau de chien a été lancée pour évacuer les cadavres. Parce que les chiens étaient exécutés partout. Voilà, donc c'est aussi cela, le contexte du statut de l'animal, et en particulier le statut des chiens au XIXe siècle. Et c'est un contexte qui est vraiment... qui, je crois, nous est quand même assez étranger. Donc c'est vraiment un non-respect de la vie animale, qui n'est pas pris en compte, a fortiori quand cette vie animale est celle d'un animal qui ne rapporte pas ou très peu. Alors, donc le chien en littérature, il y a pas mal de choses, je ne m'appesantis pas dessus, mais voilà, quand Claude Bernard commence à pratiquer, à étudier, à pratiquer la physiologie,
il y a ce que Jean-Yves Bory a appelé une manie de la vivisection. Jean-Yves Bory est assez intéressant parce qu'il explique dans son ouvrage que finalement la vivisection, alors elle s'est pratiquée avant, mais l'espèce d'engouement vivisectionniste qu'il y a eu au XIXe siècle, finalement n'est pas lié au progrès de la science, mais plutôt ce qu'il suppose en tant que sociologue, c'est qu'il y a eu un moment où toutes les conditions étaient permises pour permettre cette manie vivisectionniste qui s'est éteinte, alors éteinte, il y a toujours des vivisections, mais absolument plus dans les mêmes proportions, à un autre moment. Donc il y a eu un moment où il y a eu une tolérance absolue pour la vivisection qui s'est surtout pratiquée sur les chiens. Et cette tolérance, cela voulait dire que les étudiants en médecine, les étudiants vétérinaires, et parfois des amateurs, se rassemblaient à 3-4, ramassaient un chien et le découpaient pour voir comment il fonctionnait. Donc, voilà, des choses qui, aujourd'hui, sont extrêmement choquantes. C'est dans ce contexte que Claude Bernard a commencé ses recherches et a pratiqué ses vivisections de chambre ou de salon. Il a notamment ouvert un petit laboratoire privé pour permettre ces vivisections. Bon, la chose n'a pas fonctionné d'un point de vue technique. Et en fait, la condamnation plus générale de la vivisection en France, elle ne se fait pas du vivant de Claude Bernard. Elle se fait après sa mort. Alors, elle est notamment menée par Hugo. Elle est menée par la femme de Claude Bernard, avec laquelle il s'entendait très mal, les filles de Claude Bernard, qui s'entendaient aussi très mal avec leur père, et qui ont ouvert en foyer des refuges de chiens, qui ont accueilli des chiens, notamment pour expier les crimes de leur père. Mais la SPA du vivant de Claude Bernard n'est pas anti-vivisection, et même Claude Bernard a adhéré à la SPA bien avant sa femme. En fait, les vivisecteurs de l'époque ont rejoint la SPA pour vérifier qu'il ne s'agissait pas de contrôler, de restreindre, de condamner leurs activités expérimentales. Donc un contexte très particulier, avec une complaisance ou une acceptation totale. Alors, Brand-Séquard, qui était aussi au Collège de France, et qui était un ami comme Claude Bernard de l'auteur que j'étudie, donc Ernest Renan, à un moment dans un amphithéâtre a été apostrophé par une jeune femme et qui lui a mis des coups d'ombrelle. C'est une anecdote que raconte Renan, elle lui plaît beaucoup et il explique qu'il aimerait lui aussi susciter des émois aussi charmants. Il y a régulièrement une anecdote qui revient sur un quaker anti-vivisection qui a été tourné en ridicule par les vivisecteurs. La condamnation de la vivisection, elle est beaucoup, beaucoup plus vive après la mort de Bernard, donc il meurt en 78 je crois. Et là, les choses commencent à se mettre en place, et le nom de Claude Bernard n'est pas oublié. On a un très beau numéro de l'Assiette au beurre, qui montre la vie dans les laboratoires, l'horreur de la vivisection, et qui s'achève sur une vision de Claude Bernard sur un monceau de cadavres de chiens. Je ne sais plus, je l'ai lu, ça doit être Jean-Yves Bory, il a dû viviséquer, donc opérer vivant, entre 5 et 6 000 chiens et d'autres animaux. Donc on est sur quelque chose d'hyper important. Il faut savoir que la première statue de Claude Bernard devant le Collège de France le présentait avec, à son côté, une table de vivisection sur laquelle était attaché un chien. Cette statue a été fondue, la nouvelle statue, celle que vous pouvez voir aujourd'hui, en pierre, a fait disparaître le chien. Et on oublie de parler des victimes, en fait, de Claude Bernard. Donc en tant que chercheuse, j'ai eu énormément de mal à trouver ces renseignements sur la condition animale au XIXe siècle. On trouve des choses. Sur qu'est-ce qu'on faisait des cadavres, le fonctionnement des fourrières, j'ai quelques détails. Il n'y en a pas tant que ça. Mais bon, j'avais assez de contexte quand même pour avancer.
Et après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé sur les textes de Claude Bernard lui-même et sur ce qu'il en disait. Alors, ce n'est pas difficile parce que Claude Bernard a beaucoup écrit. Alors, ce qui est difficile, c'est de tout lire ou de lire beaucoup. Et, euh, et donc, bon, j'ai regardé dans ces textes un peu théoriques, les passages autobiographiques. J'ai lu beaucoup de comptes rendus de vivisection. C'est très court en général, hein, compte rendu. En cherchant, en fait, quel était le statut des animaux dans le laboratoire de Claude Bernard. Alors, Claude Bernard est très différent de Magendie, avec qui il a été très proche. Hein. Mais Magendie, c'est quelqu'un qui débutait une vivisection pour voir. Voilà. D'après Claude Bernard, d'après d'autres. Bon, mais il s'agissait quand même un peu de découper pour voir ce que ça allait donner. Chez Bernard, à partir du moment où il décide lui-même de ses expérimentations, on n'expérimente que pour vérifier, tester ou infirmer une hypothèse. Donc il y a déjà, en fait, il sait ce qu'il cherche. Ce qui est très différent de Magendie, puisque Magendie cherchait ce qu'il cherchait, finalement. Ce qui scientifiquement est déjà beaucoup plus discutable. Un animal, un chien qui arrive dans le laboratoire de Claude Bernard pour une vivisection, alors a souvent passé la nuit dans la cave du Collège de France, où est le laboratoire, où il y avait des cages. Ce sont des animaux qui arrivent et qui sont terrorisés, déjà par la fourrière. Alors au départ, il achetait des chiens dans la rue à des gens qui les ramassaient pour lui. Il raconte lui-même, Claude Bernard, qu'il s'est trouvé ainsi à faire une vivisection sur le chien du commissaire de son quartier, qu'il a eu des problèmes. Bon, il a réparé le chien, il l'a rendu, heureusement il n'était pas mort. Et que c'est ensuite le commissaire qui l'aidait à se fournir un chien. Une autre anecdote raconte qu'il aurait fait une vivisection sur le chien de la famille. De temps en temps, c'est raconté dans la cuisine familiale, à d'autres moments dans un jardin. C'est une anecdote dont je ne trouve pas de source fiable, enfin pour laquelle je ne trouve pas de source fiable, et je suis sceptique sur celle-ci. Mais, voilà. Donc, un animal qui arrive dans le laboratoire, donc passe le plus souvent la nuit au Collège de France, hein, sans les honneurs. Il est ensuite attaché, soit par Claude Bernard, soit par un de ses assistants, soit les deux. Enfin, les choses changent assez peu. Claude Bernard a mis au point sa propre table, avec des trous et des rigoles, hein, pour évacuer le sang et avoir de quoi passer les liens, qui pouvait s'adapter à différents types d'animaux, et il a viviséqué autant de types d'animaux que possible. Et l'opération commence le plus souvent par la section des nerfs laryngés pour que l'animal ne puisse pas aboyer. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne souffre pas. Ça veut dire qu'il fait moins de bruit. Il est ensuite... alors, Bernard est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur le cyanure et sur le... je suis un trou. Sur le poison sud-américain qui paralyse. Je vous remettrai le mot. Et en sachant que c'était un poison qui paralysait, donc qui servait de contention, sans pour autant diminuer la douleur. Et en fait, le gros paradoxe, dans une grande partie des travaux de Bernard, alors qu'il a travaillé sur le diabète, sur pas mal de choses comme ça, la digestion, mais une des grandes parties de ses travaux porte sur la douleur. Et toute l'étrangeté de son travail, c'est qu'il provoque la douleur pour apprendre à la connaître et à la maîtriser. Et ce, sur des chiens. C'est-à-dire qu'il travaille beaucoup sur donc, le système nerveux et la façon dont le système nerveux fonctionne. Donc en coupant des nerfs, etc. Les nerfs sensitifs, les nerfs moteurs, ce n'étaient pas des choses qui étaient différenciées. Maintenant, on sait. Il travaille également donc, sur ces phénomènes de paralysie. Il travaille sur les anesthésiques. Est-ce qu'on peut anesthésier un animal au monoxyde de carbone ? Mais avant d'avoir gazé des animaux au monoxyde de carbone, on ne savait pas que c'était mortel à ce point-là. Quelles sont les meilleures anesthésies possibles ?
Et Bernard, dans ses textes, explique qu'il... que ces anesthésiques auront un avantage pour la contention des animaux. Alors la contention, c'est le fait de les tenir, hein, c'est pas leur confort. Que la douleur d'ailleurs peut entraver ces expériences, mais aussi que les anesthésiants, c'est quand même pas mal pour les femmes enceintes. Enfin, surtout en couche, en train d'accoucher, en travail. Donc, c'est une chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout, ça, de trouver. Et il a anesthésié une femme qui avait un accouchement difficile pour l'aider à accoucher. Voilà. Donc, des choses qui sont très paradoxales et en fait qui pour moi ont vraiment été douloureuses. Parce que, à la rigueur, si j'avais vraiment travaillé beaucoup sur ma chaîne découpée et puis découpée. Voilà. Mais Claude Bernard, en étant plus conscient, en théorisant ses travaux, en ayant comme ça cette importance donnée à la douleur et aux moyens de l'endiguer, savait parfaitement que les animaux avaient mal. Si il parle de machines vivantes ou s'il se place dans la lignée de Descartes, il ne dit pas que la douleur c'est un rouage. Il sait que la douleur c'est la douleur. Et on n'a pas du tout affaire à un fou furieux, donc moi j'aime dire le soir, hein, mais à quelqu'un qui découpe pour découper ou qui fait mal pour faire mal. Faire mal, c'est dans un but scientifique. Et là, j'ai vraiment travaillé 3 mois sur cette question, enfin vraiment sur le statut de l'animal chez Bernard. Et ce sont des travaux qui ont duré plus longtemps et sur lesquels je reviendrai certainement, qui amènent beaucoup de choses très intéressantes en histoire des sciences, en philosophie des sciences, en stylistique, comment on écrit un texte scientifique. Ah, comment cela a changé aussi, parce qu'on n'écrit plus les choses de la même façon aujourd'hui. Mais en travaillant sur Claude Bernard, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander, de me questionner tout au long de ce travail sur lui, mais aussi sur moi, en tant que chercheuse, et sur la façon dont il était possible de peut-être approcher. Donc déjà, est-ce que je peux réellement savoir ce qui se passait dans ce laboratoire? Est-ce que je peux le comprendre s'agissant du 19e siècle et donc d'un siècle où on massacrait les chiens, est-ce que la vivisection, ça peut se juger? Est-ce que c'est moins bien ou pire ou mieux de faire des vivisections au 19e qu'aujourd'hui? Est-ce que... donc, bon, comparer n'est pas raison, hein, mais voilà, donc déjà, toutes ces questions, et celle-là j'y reviendrai sur d'autres points, mais est-ce qu'on peut juger le passé? Et je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Les textes, les biographies par exemple sur Claude Bernard sont toujours très élogieuses. Elle condamne énormément sa femme, hein, qui n'a certainement pas été quelqu'un de très amusant à vivre, mais à qui peu de place est donnée. Et il n'en est pas plus donné aux chiens qui ont été expérimentés. Ah, les expérimentations s'achèvent toujours par la mise à mort de l'animal. Par un coup derrière la nuque, et je pense que le chien a été jeté dans la rue. Comme c'était le plus souvent le cas à l'époque à Paris. Voilà. Et puis, donc, là, des questions d'histoire, évidemment des questions éthiques. J'ai beaucoup de mal avec l'idée de la souffrance des animaux, et en même temps, je n'arrive pas à être végane. Voilà. Donc c'est une question personnelle, qui est douloureuse, qui est culpabilisante, et bon, mais sur laquelle je suis dans un processus de transition, mais de transition lente, et trop lente, et je m'en veux. Mais c'est aussi une question de rédaction, en fait. C'est-à-dire, alors là, l'article n'est pas encore paru, mais il est normalement à peu près achevé, le colloque a eu lieu. Ma question est de savoir, en réfléchissant à ce que j'ai fait, bon, est-ce que c'est moral d'avoir travaillé sur cette question? Je pense que c'est important de travailler sur cette question et d'y travailler en tant que littéraire. Hein, donc je ne peux pas me défaire de ce que je suis. En tant qu'historienne, en tant que littéraire, enfin historienne, pour les historiens qui ont travaillé sur le sujet.
Et en tant que littéraire, parce que ce qui m'intéressait, c'était de reconstituer le modèle de l'animal à partir des textes et des images que j'ai pu trouver, des images difficiles. Mais la question, c'était aussi comment le faire. Parce que, on a ce problème des sources, où on ne trouve pas tout, mais je n'ai pas de texte sur, ou très peu, il existe très très peu de textes qui parlent réellement du statut des animaux avant les années 80, enfin 1880, et ils existent ces textes, mais ils sont mal connus, ils sont mal étudiés, encore, les choses vont venir. Et c'est là que je trouve que tout le travail d'Éric Baraté est vraiment important, parce qu'il s'agit aussi de redonner une voix à ces animaux qui ont été torturés, ont été massacrés et ont été littéralement silenciés. Alors, et en même temps, est-ce que, redonnant cette voix, je ne suis pas en train de prendre leur place? Ça, c'est vraiment une question qui me pose problème. Évidemment que les chiens du 19e siècle ne sont pas en mesure de nous transmettre ce dont il s'agissait. Alors, on a des petites anecdotes dans les textes. Tel chien qui a couru hors du laboratoire et qui a été rattrapé. Plus rarement, un n'a pas été rattrapé, mais c'est très rare. On sait que les chiens ne veulent pas subir de vivisection, ni aucun animal. La façon dont Claude Bernard va raconter ces anecdotes, en étant parfois agacé, parfois amusé, donne aussi une idée du rapport à ces animaux. Et c'est un rapport qui n'est pas sadique, mais qui m'est très très lointain parce que je ne pratique pas l'expérimentation animale, parce que je ne l'ai jamais vu pratiquer, je n'en ai aucune envie, et je continue à me demander si la science a raison de s'appuyer sur l'expérimentation animale. Même si je suis très loin de lui préférer l'expérimentation humaine. Donc ce sont énormément de questions qui m'ont vraiment plus tenu sur ce sujet spécifique de Claude Bernard que sur le sujet de ma thèse, sur Renan, où beaucoup d'autres questions se posent. Mais j'ai eu peu de questions où je me suis demandé s'il était légitime que moi-même je les travaille et pourquoi, et comment le faire, non pas seulement en tant que méthode de travail universitaire pour correspondre à des critères de fiabilité pour être scientifique, mais aussi avec des questions morales. Alors, est-ce qu'il est moral de travailler sur la vivisection chez Claude Bernard? Alors, à la fin de la présentation que j'ai pu faire en colloque, un professeur de vétérinaire, de médecine vétérinaire, m'a reproché d'avoir été anti-vivisection. Et c'était aussi quelque chose qui était une crainte que j'appréhendais en tant que chercheuse, parce que j'espérais avoir une objectivité scientifique. Alors je ne vous dis pas que lui l'avait et que je ne l'avais pas. Je laisse la question en suspens. En tout cas, moi j'avais l'impression, dans mon texte, que j'étais trop pro-vivisection. Et que je donnais trop de contexte. Et est-ce que aller chercher ce contexte des massacres de chiens du 19e, c'est pas aussi excuser Claude Bernard? Ça n'a pas du tout été perçu comme cela par ce professeur. Les autres personnes qui ont assisté à cette présentation ne m'ont pas fait de reproches de ce genre-là, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'en pensaient pas moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des sujets sur lesquels la vérité scientifique, si elle existe, est bien difficile à atteindre. Voilà, donc je serai très intéressée pour avoir vos retours sur ces questions-là, sur des sujets qui sont comme cela difficiles, vraiment difficiles à travailler. Voilà, et je dois avouer que ces 3 mois de recherche spécifiquement consacrés à la vivisection, à lire ce qui se passait et à voir, ont été vraiment difficiles pour moi, personnellement. Je vous remercie. À bientôt.